Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Saphir et Cancer podcast. Et aujourd'hui, on va raconter l'histoire de Magali qui va nous parler de son parcours en tant que patiente et aussi des initiatives qu'elle aura permis de mettre en place dans son travail. J'ai appris à me poser et à me reposer quand j'en avais besoin. Il faut prendre conseil auprès de la socio-esthéticienne. Il faut absolument aller vers les autres. L'art-thérapie, c'est une façon d'accompagner les personnes. Déjà d'être soi et libre d'exprimer ce qu'on a envie. C'est si important en fait de revenir à soi, de s'ancrer. Quand tu comprends tes émotions, ça te bouffe moins d'énergie. Et ça permet aussi de mettre en place des bonnes habitudes qu'on peut conserver après le traitement. Bonjour Magali. Bonjour. Alors Magali, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu as appris ton diagnostic du cancer? Alors, j'ai appris mon diagnostic du cancer en mars 2021. Mais avant ça, j'ai surtout eu des symptômes auxquels je n'ai prêté aucune attention. D'accord. Puisque un peu comme toutes les femmes, on dit ouais, ça va passer, c'est rien. Oui, c'est ça. Jusqu'au jour où j'ai eu une douleur assez importante dans le sein, en courant, parce que je suis coureuse et j'étais marathonienne. Euh, je me suis un peu inquiétée parce que cette douleur, elle n'était pas du tout comme d'habitude et elle était assez intense, un peu comme si on avait enfoncé une flèche dans le sein. D'accord. Et c'est tout, je me suis dit: «Ah, c'est bizarre». La journée se passe et de nouveau, cette douleur, je la ressens le soir avant de me coucher. Donc je touche mes seins, je regarde, je connais l'autopalpation, rien, je sentais rien et je ne voyais rien. La douleur revient au moment où je me couche de nouveau et là, je trouve ça un peu bizarre parce que c'est vraiment inhabituel cette douleur et je me penche sur le côté, je sais pas pourquoi et là, je me pose ma main sur mon sein et je sens une goutte qui me tombe dans la main et j'ai compris tout de suite que j'avais, quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai fait un rapprochement assez vite avec ma chienne qui est un berger australien et qui depuis quelques mois, régulièrement, posait son museau et sa patte sur mon sein et je comprenais pas pourquoi. Elle avait senti si vite. Oui, bah, oui, elle l'avait déjà senti depuis un bout de temps et je peux te dire que ça faisait au moins 6 mois qu'elle faisait ça et du coup, le lendemain matin, prise de rendez-vous, chez mon médecin traitant, je lui explique. Le lendemain, elle me voit, elle m'ausculte, elle m'envoie directement à l'Institut de cancérologie de Nancy pour, un IRM, pardon, pour une, biopsie et mammo et là, on me dit: «Vous avez quelque chose». Le plus dur, c'est l'attente, donc tout ça s'est fait en février, mi-février 2021 à peu près et j'ai les résultats le 5 mars 2021. Je vois un chirurgien qui m'annonce que j'ai un cancer agressif. Alors, bah, là, c'est le tsunami. Je n'ai rien, mais rien retenu de ce qu'il m'a dit. Je ne peux pas te le dire aujourd'hui, je m'en souviens plus du tout. Par contre, la seule chose que j'ai dit à ce moment-là et je l'ai regardé, je lui ai dit: «Est-ce que je vais perdre mes cheveux?» Et là, il m'a dit: «Oui» et là, c'est là que j'ai compris que c'était grave, en fait. Oh, Le fait de poser cette question, c'est et après, ben, c'est un blackout. Je me souviens de rien. ouais. Ça déclenche la suite, psychologiquement, tu sais que tu es partie pour quelque chose de vraiment pas Je sais que j'ai quelque chose de grave et je peux même pas parler. Et après ça, le chirurgien, bah, il te met dans entre les mains d'une infirmière, coordinatrice qui va te expliquer les choses, mais bon, je comprends toujours rien, en fait. mmh. Voilà, donc ça, c'est vraiment une étape, bah, de tsunami, en fait. C'est la chose à laquelle tu t'attends pas du tout. Ouais. Oui, puis qui est arrivé assez vite pour toi finalement. Tu vois les symptômes, tu fais des examens et boum, tout de suite, Ah ouais, puis alors tu sais que tu vas avoir enfin, moi je savais que j'allais avoir quelque chose de grave, mais j'étais loin de m'imaginer que c'était agressif, que j'allais rentrer dans un parcours de chimiothérapie, d'opération, de radiothérapie. Mais ma plus grosse angoisse, c'était les cheveux. oui. Bah, ça touche à ton identité, hein. Ah c'est ouais, mais les cheveux, c'était un truc de dingue. Oh, je vais perdre mes cheveux, enfin, c'est horrible de se dire: «Tu vas perdre tes cheveux». Mmh. Alors D'accord. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton parcours de traitement?
Alors le parcours de traitement, oui, la prise en charge, à l'Institut de cancérologie a été très, très vite. Mmh. C'est-à-dire que le 5 mars, on m'a annoncé le cancer. Là, tu te remets, entre les mains, des médecins. Tu te laisses guider parce que tu sais pas du tout ce qui va se passer, donc on te fixe des rendez-vous et cetera. Je me souviens très bien des dates parce que c'est des dates importantes pour moi. Le 19 mars, on m'a installé, la chambre implantable, alors pour, l'injection des chimiothérapies. Pourquoi le 19 mars? Je m'en souviens bien, c'est l'anniversaire de ma maman et le 30 mars, j'ai commencé, les 1res grosses chimiothérapies et le 30 mars, c'est l'anniversaire de mon papa. Ah oui. Donc ça a été des chamboulements un peu pour toute la famille. Donc voilà, j'ai commencé par ce qu'ils appellent les 4 EC, c'est des grosses chimiothérapies que tu as tous les 15 jours, assez lourdes. Ça dure 4-5 heures quand même, hein, la chimiothérapie, les produits et cetera. Donc quand tu arrives en chimio la première fois, ben, tu vois l'oncologue, tu es un peu flippé quand même, parce que tu vois tout le monde malade et puis tu sais pas comment ça va se passer. De là, pendant, au moins 1 heure, il y a une infirmière qui t'annonce, tous les effets secondaires que tu vas avoir. C'est hyper flippant parce que waouh! Ce que je peux dire, c'est que la chimiothérapie, ça fait pas mal, hein, il y a rien qui fait mal. Oui, on sent rien. On sent rien. Les effets. Voilà, donc et puis, ben, après, voilà, tu patientes et tu rentres dans ce parcours. J'avoue que les 2-3 premières chimios, j'avais vraiment pas du tout envie d'y aller. Je voulais pas y aller, c'était dur, et j'étais un peu, enfin, je regardais, les gens partir au travail le matin quand moi j'allais en chimio, mais moi je voulais aller dans l'autre sens. En fait, je voulais aller au boulot, je voulais pas aller, à Nancy, faire, 5 heures de Pas chimiothérapie. pas encore la phase d'acceptation finalement, Non. est très difficile. Et puis, ils font des contrôles, hein, pendant les chimios. Donc à la 3e chimio, on me refait une mammographie et là on me le dit, la tumeur, elle a même pas réduit de 1 millimètre et waouh, je me dis: «Oh là 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 là, si elle continue c'est pas possible» et je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic en me disant: «Mais t'es bête ou quoi? En fait, la chimio, c'est ta pote, c'est pas un ennemi» et j'y suis allée vraiment, j'ai tout réinversé, c'est-à-dire que je suis allée en chimiothérapie en me disant: «Mais non, mais en fait, c'est un plaisir d'y aller. Heureusement, je l'ai dit, ça va m'aider, je vais aller mieux» et cetera et ça a changé toute la phase pour moi, en fait, toute la phase de soins. Donc j'ai un peu tout retransformé ça en positif et en me disant: «Mais non, mais en fait, je vais en chimiothérapie, c'est ma journée all inclusive», tu vois? Parce que quand tu arrives, on te met un petit bracelet avec ton nom et ton prénom, donc c'est l'inclusif, tu as à manger, tu as à boire, la chimio était devenue un petit cocktail, finalement. J'étais allongée dans un siège avec des petites couvertures, tout le monde prenait soin de moi. Bon, franchement, c'était top, en fait. Il manquait juste un petit peu d'animation, je demandais un petit peu des striptease par les pompiers, mais ça fonctionne pas, ça va pas marcher, hein. Donc voilà, donc j'y suis allée et j'y suis allée d'un pas, vif en fait, Décidé, oui. décidé et même, au niveau de l'accueil des infirmières, elles me reconnaissaient au pas après, tu vois? J'y allais plus nonchalant, elles me disaient: «Ah la madame Corot, on va s'amuser aujourd'hui» et cetera. Je dis: «Bah ouais, je vais faire ma petite journée all inclusive» et j'ai pris ça en fait, à un peu pas à la rigolade, mais d'une façon d'être un peu plus résiliente. Ouais, c'est ça. Tu as essayé de duper un peu ton cerveau pour mieux accepter. Voilà et du coup, mais sincèrement, la tumeur, elle a commencé à se parer. Mais vraiment et les symptômes étaient, bon il y en a, hein, mais ils étaient moins forts et cetera. Enfin, je pense que notre cerveau, si on le conditionne, il y a des choses quand même qui changent. Bien. C'est très important d'avoir ton retour effectivement parce que ça peut aider aussi. Bien sûr et après bon, je me suis amusée aussi à me déguiser. Mmh. Voilà, ça c'était aussi drôle pour moi. C'était aussi une occupation à chercher des déguisements. Après j'ai vu que ça se faisait aussi pas mal, sur les réseaux. Ça a commencé à se lancer et ça c'est devenu un truc, qui prend de l'ampleur. Mais tu parles de déguisement quoi? De Bah, par exemple, ouais, carnaval, je me déguisais en Wonder Woman, tu vois? d'accord. C'était plus sympa. Ou en Zéna, la guerrière. Oui, pour dire, voilà, fuck la maladie quoi. Ouais, fuck la maladie et puis en même temps, ça faisait rire d'autres patients. Mmh. Ça faisait rire l'oncologue
Ça mettait un peu, d'ambiance et puis, moi, j'avais pas l'impression de me sentir, star, c'était pas du tout, l'idée, mais c'était une occupation pour moi, en fait. Et du coup, tu n'attirais plus l'attention sur la maladie, Voilà, mais sur ta personnalité. voilà, exactement, c'est exactement ça. Et j'avais envie de faire passer un petit message en disant: «Ben, on est là, de toute façon, on n'a pas le choix, Mmh. autant en rire» entre guillemets, hein, Ouais, et puis faire que ce moment, il se passe bien. c'est génial. Tu vois? Parce que et donc du coup, ça a déclenché des conversations avec les autres malades. J'avais même des malades qui me prenaient en photo, je trouvais ça drôle. Je vois plein de filles, parce que voilà, je suis plein d'associations qui le font. Donc je te parle de ça, c'était il y a 5 ans, mais moi, mon oncologue, elle a adoré. Elle a adoré. À la fin, j'ai eu des traitements, je me suis fait faire une robe rose avec une écharpe de comme les Miss France D'accord. et j'avais mis, Miss guerrière contre le cancer et je défilais comme ça dans tout l'institut de cancérologie avec une grande perruque, avec des fleurs, une robe rose avec des fleurs roses dans la perruque et je te jure, c'est drôle, en fait. J'étais une Miss, en fait, Ouais, c'est ça. en fait, le message que je voulais faire passer à l'hôpital, c'est que c'est pas parce que tu as un cancer que tu dois perdre ta féminité, que tu dois perdre, ta joie de vivre, en fait. Il faut trouver il faut trouver des solutions. Ne pas s'éteindre. Non et puis pour moi, c'était: «Ouais, tu mourras pas. Tu mourras pas. Regarde ce que je suis capable de faire. Je suis capable de venir en robe de princesse, enfin, je m'en fous, quoi, tu mourras pas». Ah ouais, Mmh. génial. Je trouve ça super beau. Ouais et du coup, enfin, moi, je pense qu'en termes de parcours, ça a réduit les symptômes, les angoisses. Donc voilà, après bon, effectivement, ça a été dur, hein. Bon, après, ben, après la chimiothérapie, on te laisse un peu de repos et on te retire le sein. Enfin, moi, j'ai choisi de me faire retirer le sein parce que pour moi, c'était le mal. Oui, et puis pour éviter aussi peut-être une récidive. Oui, parce que c'est un cancer triple négatif, donc tout au long de ce parcours, j'ai quand même appris que c'était le plus agressif des cancers du sein. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs aussi, ça, c'était quelque chose que je ne savais pas et sur lequel aujourd'hui les traitements sont limités en cas de récidive. D'accord. Donc quand tu comprends un petit peu tout ça, j'ai préféré faire retirer ce sein et après, ben, je suis rentrée dans la radiothérapie, signe, hein, par, précaution, ça si on préconise aussi la radiothérapie. Et à la suite de ça, par rapport à ce type de cancer, j'ai encore eu 6 mois de chimiothérapie orale. C'est-à-dire que tous les matins, pendant 15 jours, je prenais 7 cachets et j'allais à l'hôpital pour faire des contrôles et cetera. Donc pendant plus d'1 an, je suis allée à l'hôpital toutes les semaines, faire des soins. Et tu sais quoi? À la fin, je voulais même plus partir. Ah oui? J'avais trop peur. Bah, c'est vrai que ça devient une routine finalement, hein. Voilà. Des gens qui sont là, qui Ouais, ouais, trachu, puis tu peux poser des questions et cetera. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel il faudrait préparer les gens. ouais, Après enfin, après les traitements et cetera, c'est qu'on est un peu paumé parce qu'on a pris ce rythme, on est rassuré et puis d'un coup, on est relivré à nous-mêmes oui, et on perd des repères qu'on avait à l'hôpital avec les médecins, on ne sait plus et après tous les traitements, au début, j'allais chez mon médecin tous les 15 jours dès que j'avais un truc qui n'allait pas, en fait, donc j'avais peur. mmh. Puis le fait de ne plus avoir cet accompagnement constant finalement, ça rassure pas du tout. Pas du tout. Et tu plus non plus ce rythme que tu avais à l'hôpital. C'est très flippant. Donc moi, j'ai demandé à continuer à voir, la psychologue qui m'accompagnait, pendant le parcours. D'accord. Donc j'ai continué à y aller Psychologue de l'hôpital? oui, de l'hôpital. Et j'ai continué à y aller jusque fin 2022. Heu, progressivement, on a échelonné, enfin les rendez-vous Ouais. pour que je me «déshabitue» entre guillemets de l'hôpital. Ah. Parce que mon angoisse, c'était de quitter l'hôpital, alors qu'au début, je voulais pas y aller. Bien sûr. Donc tant que tu es avec eux, tu es rassuré. Si et pourtant, moi, je peux te dire que j'avais une peur bleue des médecins, des piqûres, de tout ça. Donc il y a quand même des moments où tu t'es sentie découragée dans ton parcours. J'ai été quand même, fatiguée, enfin voilà, j'ai été plusieurs fois anémie, on m'a remis, du du fer, voilà, j'ai eu quelques petits soucis, pendant, les traitements. Bien sûr, j'ai eu des nausées,
J'ai eu une fatigue, j'ai eu des douleurs, musculaires et articulaires parce qu'on te fait des piqûres pour te booster ton système immunitaire, c'est affreux. Ouais, ouais. Bah, alors ça, toi, c'est le pire, c'est très, très douloureux. Enfin voilà, tu es allongé sur ton canapé, oui, il y a eu des moments où je pleurais, alors je gardais tout ça pour moi, hein, je voulais pas que ma famille, me voie. C'était horrible de voir mon père et ma mère qui me regardaient, de voir mon papa qui voulait pas me voir, chauve parce que ça lui donnait, lui, la nausée de me voir comme ça. Même moi, de me voir chauve, sans cils, sans sourcils, je me suis vue compter mes cils parce que je les voyais tomber au fur et à mesure, enfin, puis le matin, quand tu te lèves, tu ressembles plutôt à Fantomas qu'à une miss, hein. Et en plus, t'as le blanc, t'as le Tu teint pâle. Ouais, ça, les yeux profondément, enfin moi je trouvais que j'avais même les yeux enfoncés gris, tu vois? C'était, mais bon après, tous les jours je me faisais, une petite beauté quand même, hein. Je me remaquillais, je mettais plein de turbans de couleurs, des grosses boucles d'oreilles, Il existe beaucoup de choses comme ça pour s'apprêter. il y a une personne qui a créé les frangines, qui a eu un cancer aussi et donc elle a créé des turbans avec des franges et cetera. C'est super joli, enfin, voilà, il y a quand même des choses qui sont faites pour, prendre soin de notre féminité et garder notre féminité. Alors après, moi, j'ai pas pu assumer le fait d'être chauve et de sortir chauve de chez moi. De temps en temps, je mettais une perruque ou je mettais un turban, mais chauve, je pouvais pas. Je pouvais pas parce que en fait, là, pour la bonne et simple raison que j'avais pas forcément envie d'attirer le regard sur moi. Malheureusement, les gens ont un regard plutôt de pitié que de bienveillance et 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 c'est normal, mais je pense qu'on devrait aussi ça, le faire assumer aux malades et au regard extérieur. Voilà, on est chauve, on est malade, mais on vit normalement. Ah! Et après ça dépend de chaque personne. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu as reçu du soutien aussi de la part de ton entourage, Ouais. ta famille, tes amis? Et Ta chienne aussi? Ah ben, ma chienne, laisse tomber, c'est, bah, la plus fidèle, elle. C'est heureusement qu'elle était là, elle m'a pas lâché une minute. Est-ce que tu as vu qu'elle s'est adaptée? Quand tu n'avais plus la tumeur, elle se posait plus de la même manière sur toi ou? Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Par contre, dès que je rentrais de chimio, elle restait couchée, près du lit. Dès qu'une infirmière venait, elle surveillait, et pourtant c'est une gourmande et cetera. Même quand on l'appelait pour qu'elle aille manger, elle sortait pas de la chambre tant que moi je sortais pas de la chambre. D'accord. Ah ouais, ouais, c'est ouais, ouais. Protection à 2000 hein. Oh puis, bah, maintenant c'est triple protection, c'est-à-dire que personne ne m'approche. C'est Elle a développé une surprotection. Je lui en veux pas parce que voilà, elle m'a aidée. Après j'ai été beaucoup soutenue par, mon mari, hein, et devenu aidant, mes enfants, mes parents, une des femmes extraordinaires autour de moi. Vraiment, il y a une sororité qui se met en place entre les femmes incroyable. Mmh. Avec enfin, une belle bienveillance, puis des encouragements, enfin pas de j'ai eu de la chance de pas avoir trop de mauvais mots et cetera. Il y en a, Mmh. mais j'en ai pas eu beaucoup OK. et le peu que j'ai eu, je les ai remis en place. Ça rebondit sur, ce que je voulais aborder avec toi comme sujet, c'est tu apprends encore plus à te faire respecter quoi, à te respecter déjà toi et aussi à mettre des barrières par rapport à ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Voilà, exactement. Alors ce que je tolère plus, c'est tout ce que moi je trouve toxique Mmh. vers moi. Ceux qui ont une espèce de maladresse en me disant, les choses, des fois tu te dis: «Waouh, comment ils peuvent te sortir ça?» Alors, je sais pas s'ils y ont réfléchi, ils pensent peut-être pas mal faire, je pense pas, enfin j'espère, mais il y a quand même des mots qu'on n'aimerait pas entendre. J'ai entendu, «Est-ce que tu vas profiter encore longtemps de la sécurité sociale?» On t'a dit ça? «Oui». «Ah non, mais en fait, je profite pas de la sécu là, moi je suis en ALD parce que j'ai un cancer. Je profite pas de la sécurité sociale». Ou, «Oh mais tu as de la chance, tu vas avoir des nouveaux seins». Non en fait, c'est pas des nouveaux seins là, c'est pas de l'esthétique que j'ai fait. «Oui, bah écoute, tu as de la chance, hein, c'est qu'un cancer du sein, ça se soigne bien». Ah non, mais en fait, c'est un cancer, peu importe le cancer que tu as, c'est un cancer. Tu sais pas si tu vas mourir ou pas. Tu sais pas si tu vas t'en sortir, même si c'est un cancer du sein. Oui, tous les cancers, il y a des évolutions, il y a des traitements et heureusement qu'il y a des gens qui aident la ligue contre le cancer et cetera pour que la recherche avance, heureusement.
Mais non, c'est pas j'ai pas de la chance, c'est un cancer du sein. C'est pas une chance d'avoir un cancer, en fait. Oui, puis c'est un package. Voilà, ça, c'est Le cancer, donc tu es pas bien, tu perds tes cheveux, donc perte de ton identité aussi, ou en tout cas, elle est fortement dégradée. Tu as plein d'effets indésirables, ça fait du tri dans tes relations. C'est vraiment multifactoriel, quoi. C'est pas juste tu es malade, point. ouais, bien sûr. Bon, après, le tri se fait tout seul, hein. Oui. Alors, il y a ceux qui ont peur de la maladie, qui savent pas quoi te dire. Ils ont peur, en fait, pas de toi, ils ont peur pour eux-mêmes. Ils veulent pas être confrontés à ça. C'est leur propre peur qui se reflète en eux, finalement, Et c'est ça, exactement. Donc, bah, eux, ils s'en vont par eux-mêmes. par eux-mêmes. Mais quelque part, moi, je leur veux pas, hein. Je peux comprendre que c'est une protection. Heu, je sais que j'ai un de mes cousins qui m'a dit: «Écoute», mais il m'a dit: «Je suis désolé, je pense à toi, mais je peux pas venir te voir, j'ai peur». Et il a peur de la maladie. Mais voilà, il me l'a dit et je lui dis: «Écoute, c'est pas grave, je t'en veux pas. C'est bien de me le dire, en fait. Je sais que tu penses à moi, mais c'est bien de me le dire. Je sais». Ça réagit différemment. Voilà. Je préfère qu'on me dise ça plutôt qu'on me donne pas de nouvelles et puis de faire comme si j'avais jamais existé. Après, j'ai vraiment fui tout ce qui était toxique, en fait. Voilà, ça, tout ce qui est toxique pour moi, Tu es déjà en mode survie, c'est pas la peine de non, rajouter après à l'extérieur. non. Et puis, je vais te dire, les médecins, ils te le disent, hein. Ils te le conseillent, les médecins, les psys, enfin voilà, on te dit, ne vous laissez pas envahir par des choses qui vous impactent plus que la maladie, quoi. Ça sert à rien. Alors, on entend souvent parler de tout ce qui est coupeur de feu. Est-ce que toi, tu as fait appel à ce genre de service? Alors oui, je j'ai fait appel à ce genre de service par le hasard parce que ma meilleure amie est infirmière. Et elle me dit: «Écoute, Magali, j'ai, une collègue qui a eu aussi un cancer du sein et qui a fait appel à un coupeur de feu. Il se trouve à Châlons-en-Champagne. Est-ce que tu vas aller le voir? De toute façon, quand tu es malade, tu dis pas oui, si ça peut m'accompagner, si ça peut m'aider». Je lui dis: «Qu'est-ce qu'il va faire?» Elle me dit: «Ça peut t'aider à atténuer, les symptômes, les effets indésirables liés au traitement». Mais je lui ai dit: «Écoute, de toute façon, j'ai rien à perdre, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, c'est pas grave, ça changera rien pour moi. De toute façon, je suis obligée de me faire soigner, j'ai pas le choix». Donc effectivement, j'ai pris rendez-vous avec, le coupeur de feu, il s'appelle Eric. Et un truc de dingue, il a passé, ses mains, sur moi et il faisait après à distance, heu, ce qu'il appelle les coupures de chimiothérapie pour, les effets secondaires. À distance, c'est-à-dire, Bah, je lui ai envoyé un petit message, là. Je lui ai dit: «Aujourd'hui, j'ai fait ma chimio». Il avait une photo de moi et il travaillait à distance. Il s'avère que le lendemain matin, à la 4e chimio où il est intervenu, je me suis levée là matin, bah, j'avais pas de nausée. Et mon père, il me dit: «Ça va?» Je dis: «Ouais, c'est bizarre, j'ai pas de nausée». justement, ça va, donc c'est bizarre. Et là, il me dit: «Bah, c'est peut-être le coupeur de feu». Ah bah, je dis: «Ouais, c'est peut-être ça», mais vraiment, et effectivement, donc Eric, il m'a accompagnée, tout le long, des traitements. Et pour la petite histoire, après les chimiothérapies, le lendemain ou le surlendemain, je pouvais aller courir, hein, je pouvais faire 8 à 10 kilomètres quand même. D'accord. Truc de dingue. Donc ça t'a aidé à reprendre finalement des habitudes de vie Ouais. saines et Ouais, ouais, moi j'avais toujours j'ai toujours une vie saine, hein. Je suis sportive, coureuse, une alimentation saine. C'est pour ça que quand tu as un cancer, tu comprends rien. Voilà. Et du coup, Eric a été un soutien, où que je me suis dit: «Ah, c'est cool, ça fonctionne». ah super. Enfin, pour moi, ça a fonctionné. OK. Donc j'allais courir, j'avais des copines qui venaient avec moi, elles me disaient: «Magali, c'est dingue». Et je courais normalement. Enfin, peut-être un petit peu en dessous du rythme d'avant, mais je courais et ça me faisait un bien fou. Mmh. C'est très important aussi de si on peut, si on en a capacité de continuer à bouger quand on se Alors moi, j'ai continué, je me suis jamais arrêtée. J'avais pas envie. Donc de toute façon, je suis inscrite dans une salle de sport. Alors pendant les traitements, j'y suis pas allée, parce que pour la bonne et simple raison que j'avais pas envie qu'on me voie chauve aussi. tu dois faire aussi attention en temps d'immunité. Voilà. Et donc je pouvais pas trop sortir, mais j'allais quand même courir avec, la chienne. Donc elle était toujours à côté de moi.
et puis je m'étais téléchargé, sur YouTube des programmes de pilates, de yoga. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du yoga. J'ai adoré et voilà et j'ai trouvé que le fait d'être en mouvement réduisait, mais la fatigue complètement. C'est-à-dire que plus j'étais en mouvement, moins la fatigue s'installait D'accord. et ça, c'est réel et j'en ai parlé à l'oncologue qui m'a dit: «Oui, continuez, ça va atténuer effectivement tous les effets secondaires» et pour moi, ça a vraiment fonctionné. Alors il y avait des jours où j'avais pas la force, hein, donc mais j'écoutais mon corps, je faisais pas. Mais je me suis quand même toujours astreinte à avoir ce rythme de mouvement. Mmh. Au niveau de l'alimentation, tu as adapté aussi un petit peu? Oui, alors, déjà j'avais une alimentation, très équilibrée, beaucoup de bio, je mange très peu de viande, je mange pas de sucre, et je mange beaucoup de protéines, végétales et cetera et j'ai des habitudes alimentaires où je mange genre plusieurs fois parce que, voilà, j'arrive pas à manger, beaucoup et quand je suis tombée, malade et que j'ai expliqué ça à la diététicienne, elle m'a dit de continuer parce que c'était mieux de faire comme ça. Donc oui, je me suis habituée à manger des choses qui me facilitaient aussi la digestion parce qu'il y a les traitements, il y a un gros impact aussi au niveau, de l'estomac et cetera, hein. C'est quand même pas, agréable ce qu'on me met, dans le sang. Donc voilà, ouais, j'ai beaucoup adapté, mon alimentation, ce qui me permettait aussi d'aller bien. Sans pour autant de pas, dire: «Ah non, ça je peux pas manger» et cetera. Je me faisais plaisir aussi, hein, il faut pas. Oui, c'est vraiment l'adaptation plutôt que la privation. Voilà, c'est ça. Mais dès que je sentais que c'était quelque chose qui était un peu trop lourd pour moi à digeste et cetera, je forçais pas parce que ça sert à rien. Tu pas envie encore en plus d'être malade. Ah ouais. Voilà, donc Ça suffit là quand ouais, même. voilà, c'est ça. Donc ouais, j'ai presque envie de dire que dans le mal, il y a du bien, il faut en retire du positif quand même. Enfin, moi, je le vois comme ça. Heureusement, Oui. heureusement. Ça veut dire, après avoir une vie enfin, même si elle était déjà saine à la base, mais de faire perdurer ses habitudes et Et voilà et du coup, ça me permet de dire que comme déjà à la base, tu as une vie saine, tu peux affronter la maladie sereinement presque. Sainement et sereinement, ces 2 mots-là. Parce que le sport, c'est bon, la junk food, c'est pas bon, mais une alimentation saine, c'est pas faire un régime, hein, c'est juste manger, sainement. Et ben voilà, moi j'ai continué à faire ça et du coup, j'ai trouvé que les traitements, ça passait plus facilement. mmh, Ça, c'est super important. d'accord, ouais. C'est bien de le souligner effectivement. Je souhaite aux personnes malades puissent l'intégrer et être accompagnées dans ce sens-là et je vois qu'aujourd'hui, ben, voilà, tout est mis en place pour que ça se passe comme ça. Souvent, pendant le traitement et encore après, on a des effets, cognitifs, des effets indésirables. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Comment ça s'est manifesté pour toi? Alors effectivement, on a ce qu'ils appellent enfin moi je l'ai appris, quelque temps après, les traitements parce que je m'en suis pas aperçue, tout de suite, ce qu'on appelle le Chemobrain, qui sont liés effectivement au traitement. C'est des troubles cognitifs, troubles de la concentration, perte de mémoire et cetera. Je m'en suis pas aperçue tout de suite parce que quand tu es dans le combat de la maladie, tu es tellement concentré, là-dessus que enfin voilà, tu t'en aperçois pas tout de suite. Ça Mais après les traitements, ouais, il y a eu des choses qui sont passées un peu bizarres et sur le coup, je comprenais pas, je me souvenais il y a des choses sur lesquelles je ne me souvenais pas. d'accord. Alors je vais te donner des exemples un peu, drôles et pas drôles. Mmh. Par exemple, j'allais au sport, 1 ou 2 fois par semaine, à un moment donné à Besse, il y avait des travaux et il y avait, un radar. Je passais tous les jours à cet endroit-là pour aller au sport et tous les jours, j'ai eu un PV. Donc j'ai eu 500 € de PV, dans un mois parce que j'oubliais qu'il y avait le radar. Donc j'ai dû mettre un mot sur mon volant pour me dire: «Attention au radar». Je ne m'en souvenais pas. Je suis allée aux courses plusieurs fois et je me retrouvais, dans le magasin en me disant: «Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici?» Mmh. Je sortais du magasin, je ne savais pas ce que j'étais venue chercher. Je retrouvais plus ma voiture. Heu, donc ça, c'était des quelques symptômes où j'ai commencé à paniquer. Le
un jour, j'appelle ma meilleure amie, je lui parle des soldes, et cetera. Je lui dis: «Tiens, ça serait bien qu'on aille au Luxembourg, pour faire les soldes» et là, elle me dit: «Mais Magali, je suis venue il y a un mois, on y est allé. Je ne m'en souvenais plus». Oui. Tout est chamboulé, en fait, dans ta tête. Et là, j'ai pris conscience du truc. Je me dis: «Ah non, mais ça se trouve, j'ai un cancer du cerveau. Je me rappelle plus de ce qui se passe. C'est fou, c'est pas normal, c'est pas normal». Donc tu vois, tous ces petits trucs-là cumulés, au début, tu t'en rends pas compte et puis quand, tu commences à discuter, tu te dis, waouh, quand mon mari me disait des choses, je lui reposais des questions, mais il me dit: «Je viens de t'en parler». Je dis: «Ah bon?» Mais tu te dis: «Ah bon? Mais tu peux me redire parce que je m'en souviens plus». Et là, on me disait: «Mais tu fais exprès?» Et donc effectivement, j'en parle à l'oncologue et l'oncologue me parle du Chemobrain et me dit: «Écoutez, il y a un site qui existe, ça s'appelle Ocongite, inscrivez-vous. En fait, c'est normal, c'est des effets secondaires des traitements. Ça prend du temps, il faut du temps pour soigner tout ça. En fait, il faut remuscler le cerveau». Parce que le chemobrain, on pourrait dire, c'est du brouillard cérébral. C'est là, exact Ça enveloppe tout le cerveau dans une sorte de coton, ouais, c'est ça. vraiment là, retient pas. Ouais, c'est ça et ça peut alors pas je vais pas dire que ça brûle les neurones, mais c'est un peu ça, quoi. Et donc là, l'oncologue m'explique que, le site Oncogite, c'est des exercices qui sont mis en place avec des neuropsys pour remuscler, le cerveau, remuscler et stimuler le cerveau. Donc je me suis inscrite au Oncogite parce que alors c'est super, franchement, c'est top. C'est 20 € par an et on choisit les séances avec qui, on veut faire, les séances, quel jour ça nous arrange et cetera. Et en même temps, en parallèle, moi, j'avais repris, le travail. Donc au travail, la concentration, mais alors c'était impossible. Ouais. Les maux de tête, du délire. Puis je comprenais rien de ce qu'on me racontait, en fait. Ça, c'est pareil, c'est un truc, c'est fastidieux. On se rend pas compte, mais c'est fastidieux. On a complètement oublié ce que c'était le travail, de se lever pour aller travailler, de se concentrer, d'écouter les autres. Enfin moi j'étais vraiment mal. Il m'a fallu beaucoup de temps. Ça fait beaucoup à ce moment. Ouais, vraiment c'est très, très difficile. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta reprise? Comment s'est passé ton retour au travail et est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place grâce à ton expérience? Grâce à mon expérience, il y a des choses qui ont été mises en place, je vais en parler après. Je t'avoue que pendant mes 3 ans d'arrêt maladie, parce que j'ai été en arrêt, 3 ans, alors j'ai pas profité de la sécu pendant 3 ans, hein, j'ai eu 1 an de traitement et j'ai pris plus d'1 an pour la reconstruction mammaire qui a été aussi, très douloureuse et fastidieuse. J'ai souhaité enchaîner parce que pour moi, c'était plus facile que de reprendre le travail et d'avoir des coupures, sans arrêt à toute reconstruction mammaire qui est difficile. Donc la reprise au travail, elle a été difficile pour la bonne et simple raison que pendant 3 ans, je n'ai pas eu de contact avec mon entreprise. 0. Des collègues, oui, Ouais. mais le système RH, direction et cetera, personne. Même pas une carte de bonne année, et ça, j'ai trouvé ça un petit peu honteux parce que, moi, je me suis quand même levée pendant 15 ans tous les jours pour aller travailler. J'ai répondu aux objectifs qu'on m'a donnés, j'étais quand même salariée et la maladie, tu es toujours salarié, tu es juste en arrêt de travail. Tu es pas, voilà, tu es chez toi, mais tu es toujours salarié. Donc j'ai trouvé ça un peu, ouais, injuste. Injuste de délaisser le malade. Alors je demande pas à ce qu'on m'appelle tous les jours pour prendre de mes nouvelles, hein, c'est pas du tout ça. Mais au moins un petit mot, et je me suis aperçue aussi que, j'aurais pu bénéficier, d'accompagnement, via ma prévoyance. Heu, via ma prévoyance, notamment aide financière pour les aidants, aide ménagère et cetera. Sauf que le RH, bah, il a complètement oublié de le dire. Malheureusement, souvent, tu découvres des choses un peu tard. Voilà et personne te le dit et sincèrement, tout ce qui est administratif quand tu es malade, c'est bien quelque chose auquel tu penses pas. C'est pas du tout ta préoccupation. Donc moi, ce que je reproche à l'entreprise, c'est de ne pas avoir mis quelque chose en place sur le principe administratif. Voilà. Donc effectivement, quand j'ai repris, j'ai eu une discussion avec ma responsable et je lui ai dit.
Je lui dis: «Je trouve ça inadmissible». Je lui dis: «Même vous, vous avez jamais pris de mes nouvelles, c'est inadmissible». Heu, je lui dis: «Même pas une carte de bonne année, même pas savoir si j'allais bien». Enfin, c'est un peu comme si j'étais déjà morte et enterrée, quoi. Mmh. Et sincèrement, je trouve pas ça, juste et correct. Parce que moi, en termes d'être juste et correct avec vous, je l'ai été pendant 15 ans Mmh. en venant travailler. Ouais et du coup, ça a déclenché Ça a déclenché un petit peu d'avoir libéré tout ça. ouais. Ma responsable a pris conscience en me disant: «Mais écoutez, merci de me le dire parce que moi, j'y ai pas pensé à ça». Génial. Et là, j'ai eu une écoute bienveillante, mais vraiment bienveillante. Et donc j'ai eu un soutien pour la qui a été mis en place, pour la reprise, d'accompagnement où j'ai été écoutée. Ils ont mis en place des choses, vraiment sympas pour la fatigue et cetera. Des aménagements et cetera. J'ai vraiment été entendue. D'accord. Donc ça a facilité la reprise parce que je t'avoue que pendant 3 ans, quand ton entreprise ne prend pas de tes nouvelles, tu as pas envie d'y retourner, hein. Bien sûr. C'était un peu l'angoisse, hein. Ouais, oui. Heu Donc Et là, ça a découlé sur une charte. Est-ce que tu peux nous en voilà, ça a découlé sur une charte. Donc tout ça, c'est remonté à la DRH au niveau national, qui a pris contact avec moi, qui elle aussi m'a dit merci d'avoir, libéré cette parole. Parce que qui de mieux de placé qu'une DRH nationale qui sait le nombre de malades qu'elle a dans sa structure? bien sûr, ouais. On a signé une charte qualité qui s'appelle Charte cancer et emploi le 23 juin, de l'année dernière. Donc c'est Avec intéressant, hein. Ouais, c'est tout récent, avec l'Institut national, du cancer. Mmh. Et va être mis en place une application, qui s'appelle, Léa, qui va permettre aux salariés en arrêt maladie d'utiliser cette application et de rester en contact avec l'entreprise si elle le souhaite pour des accompagnements. Donc le fait d'avoir, entre guillemets, «râlé», dire que j'étais pas contente, que tout ça c'était inadmissible, l'entreprise en a pris conscience et l'Institut national du cancer, elle valide tout ça et se bat aussi pour qu'il y ait des choses qui soient mises en place auprès des entreprises et c'est super. Franchement, ça c'est top. Génial. Ça peut aider les prochaines personnes. Et d'être accompagné et de savoir ce qu'il faut faire au niveau administratif, que ça soit la CPAM, le médecin du travail, enfin tout ce qui est en parallèle de la maladie, auquel le malade ne pense pas parce que c'est le dernier de ses soucis, en fait, hein. Bien sûr. Voilà, si j'ai fait un À ce moment-là, tu as d'autres choses en tête. bien sûr, bah, déjà, tu es en mode survie, quoi. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais voir mes enfants grandir? Est-ce que, tu vois, moi, j'avais vraiment envie de créer des souvenirs avec ma famille et les enfants, je pensais que à ça. Aux administratifs, tu y penses pas, hein. Bah, bravo pour cette initiative, c'est super. Ouais, je suis heureuse donc c'est pour ça, maintenant j'apprécie mon entreprise et j'apprécie qui est cette personne, dans la structure qui s'appelle Ebeline, qui pour moi est une personne qui va changer beaucoup de choses au sein de la stru de du monde de l'entreprise, par rapport à la maladie. Super. Tu m'as expliqué tout à l'heure, que tu auras bientôt un rôle de référente au sein de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Mais en fait, l'objectif, enfin, j'ai vu ça avec la DRH, ça serait de faire une formation et de me former à l'écoute et à l'accompagnement, des salariés, touchés par un cancer au sein de la structure. Super. Donc on en a parlé l'année dernière comme dans toute entreprise, mettre en place des formations, c'est un peu long. Donc j'espère que ça se fera cette année puisque voilà, tout a été déclenché, l'année dernière en juin, donc le temps que l'application se mette en place et cetera. Donc normalement cette année, je devrais faire, cette formation qui permettrait effectivement d'être référente emploi cancer en fait, hein, liée à la charte qu'on a signée. Ça fera une personne, bah, vraiment référente, le mot est là. Oui Et et une puis voilà, de parler aussi de mon expérience avec les personnes qui ont envie d'en parler, libérer la parole, parce que c'est important et c'est comme ça qu'on avance et qu'on va sur des projets. Enfin, voilà, si on ne dit rien, on reste dans un espèce de mutisme, mais il y a jamais rien qui est fait et moi je suis contre ça, en fait. Je suis contre ça parce que se libérer, c'est aider les autres aussi. Il faut vraiment le faire. Et pour clôturer cet épisode, est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui s'interrogeraient sur le cancer, sur la pathologie, le parcours de soins? J'ai envie de dire, bon voilà, quand vous êtes touché par le cancer, c'est difficile. L'accepter, c'est difficile.
j'ai envie de dire que la plus grande force, c'est la résilience. C'est la résilience, croire en la médecine, et profiter de la vie, créez-vous des souvenirs, enfin, ouais, profiter de la vie, de chaque moment, retirer tout ce qui est toxique autour de vous et puis, oui, s'écouter, c'est important et dès que c'est possible, faites des projets. De toute façon, les projets, ça veut dire qu'on est toujours en vie, en fait. C'est ça. Et moi, j'arrête pas les projets, en fait. C'est quelque chose qui me fait avancer, même si c'est une petite chose, c'est pas grave. C'est, bah, tiens, demain, je vais faire ça. C'est pas se laisser aller, quoi. Et puis, en même temps, c'est alors, faites un peu, voilà, c'est dire fuck au cancer, tu mourras pas. Si de toute façon, dans la maladie, il y a pas le choix entre guillemets, il y en a un des 2 qui doit mourir. Et moi, je pense que c'est le cancer, c'est pas toi. Voilà, donc voilà, donc je me suis dit que ça sera lui et pas moi. Voilà et donc voilà, bon choix. Et là, ça va faire 5 ans le 5 mars 2026. Donc je suis bien debout, j'ai des super cheveux parce que c'était, ma grosse crainte, au départ. Voilà, je me suis fait refaire un sein, il est magnifique. Voilà, je trouve que j'ai pallié à tout ce qui voulait me prendre. Heu, je suis restée en vie, j'ai fait du sport, j'ai refait un sein, j'ai des cheveux. Maintenant, on est parti pour le nouveau chapitre. Ouais, un nouveau chapitre de vie et puis voilà. Ça un grand merci pour ton partage. Voilà, toi aussi, merci de m'avoir fait participer à ce podcast parce que et ton projet est super aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt pour un prochain épisode.